Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Le médiateur de la crise malienne et deux dirigeants de la MINUSMA ont échangé ce matin au palais de Kossiam autour des voies et moyens de régler la crise pour un retour définitif de la paix au Mali. Mission de contrôle des députés dans le nord du Burkina. Leur intérêt s'est porté sur le projet de construction de centres sanitaires dans les zones rurales, projet financé par la Banque islamique de développement. Le compact signé en 2009 entre les États-Unis et le Burkina pour une durée de 5 ans et qui repose sur 4 piliers s'achève en juillet prochain. D'ici là, une caravane de presse a pu constater ses réalisations sur le terrain. Le président du Faso s'est entretenu ce matin avec le représentant spécial adjoint de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, et le commandant de la force. L'évolution du dossier malien a été au centre de cet entretien. Blaise Compaoré jouant le rôle de médiateur pour un retour définitif de la paix au Mali. Le professeur Abdoulaye Batili, interrogé par Estelle Judith Assogba. Ce qui est important de souligner ici, c'est la nécessité d'accélérer le processus de paix. Et dans ce cadre, nous avons recueilli les avis, les suggestions du président du Faso. Nous avons écouté les mouvements. Nous sommes confiants que le dossier va connaître une évolution dans les tout prochains. Et encore une fois, nous voulions remercier le président pour tout le rôle qu'il joue en tant que médiateur de la CEDEAO pour sortir de cette situation. Vous le savez, cette situation d'ailleurs a beaucoup évolué depuis le 18 juin, date de la signature de l'accord préliminaire de Ouagadougou, puisque depuis lors, il y a eu l'élection présidentielle. Le Mali est maintenant doté d'un président légitime, élu à une écrasante majorité. Il a formé un gouvernement qui fonctionne. Des élections législatives ont été organisées. Une nouvelle Assemblée nationale légitime va être mise en place dans les tout prochains jours. Donc, les deux piliers de la République, que sont la présidence de la République et l'Assemblée nationale, sont maintenant bien en place. Il est question maintenant d'aller dans le sens de ce qui a été dégagé, d'une part, par la résolution du Conseil de sécurité, la résolution 2100 du 25 avril, et les accords préliminaires de Ouagadougou du 18 juin. Dans ce contexte, nous allons vers la poursuite des discussions autour d'un certain nombre de questions, telles que par exemple le cantonnement menant au désarmement, à la démobilisation et à la réinsertion des combattants, mais également le déploiement des services sociaux de base au Nord Mali, avec l'appui de la communauté internationale qui a marqué une très grande disponibilité à l'égard du Mali, comme vous le savez. Dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, une délégation parlementaire a séjourné dans la région du Nord. Les députés de la Commission de l'emploi, des affaires sociales et culturelles sont allés constater l'exécution du projet de construction de centres sanitaires dans les zones rurales, un projet financé par la Banque islamique de développement. Sourinoma Ibrahim Gigma. Les députés, membres de la Commission de l'emploi, des affaires sociales et culturelles, sur les traces d'un accord de prêt dont l'Assemblée nationale a autorisé la ratification en octobre 2002 entre le Burkina Faso et la Banque islamique de développement, dans le but de financer le projet de construction de centres sanitaires dans les zones rurales du Burkina Faso. Dès le briefing pour entamer cette mission parlementaire dans la région du Nord, une zone d'ombre a levé. Le croisement des documents révèle que sur les 7 centres sanitaires au bénéfice de la Direction régionale de la santé du Nord, 2 centres sont tantôt construits par le projet cité plus haut, tantôt offerts par un autre projet. L'atmosphère s'alourdit de suspicion.
On met à contribution les carnets d'adresse et vite, les choses sont tirées au clair. Une erreur humaine d'indication est passée par là. Le rectificatif est apporté et le compte est désormais bon. La suite de la mission sur le terrain s'effectue dans ce que d'aucuns appellent le Burkina profond, inaccessible même en saison sèche. Elle peut rentrer derrière. C'est là, justement, l'une des difficultés liées à l'exécution du projet, soulignée par les populations lors des entretiens avec les élus nationaux. Dans les localités de Bani, Rigui, Bouna, Omsom, Doubaré et Goursi, les mêmes problèmes se recoupent. Nous avons constaté que dans plusieurs CSPS, il y avait des difficultés en matière de personnel, il y avait des difficultés également pour l'acquisition des médicaments essentiels génériques. Nous avons noté aussi que certains CSPS n'arrivaient pas à satisfaire à la demande des populations. Nous avons noté tout cela avec beaucoup d'attention. Si Goursi n'a pas de problème de voie d'accès ou d'électrification, reste que nombre d'infrastructures et matériels de ce centre médical, avec antenne chirurgicale, ouvert en 2012, ne sont pas encore réceptionnés. On a vu quelques maladresses, quelques mauvaises finitions, mais je pense que c'est en renforçant le suivi donc, des différents chefs de projet et des projets que l'on peut solutionner ces difficultés-là. Ce que les députés sont venus voir, ce sont les résultats des 3 premières phases du projet de construction de centres de santé dans les zones rurales du Burkina Faso. Alors que la 4e phase se prépare, les premiers acteurs de la santé au niveau local attendent d'y apporter leur contribution. Nous souhaitons que la réalisation d'infrastructures et d'équipements puisse se poursuivre pour cette phase 4-là, mais que les acteurs que nous sommes puissent être mieux impliqués et qu'on puisse aussi s'intéresser à d'autres aspects d'équipement comme la logistique roulante. Malgré les difficultés, les députés ont apprécié positivement l'apport qualitatif et quantitatif de ce projet à l'amélioration de la santé des populations. Le problème de la clôture se pose également à plusieurs étapes et certains membres de la délégation parlementaire sont toujours à se demander à quoi sert un portail comme celui-ci ici à Omsom pour un centre de santé sans mur ni grillage qui l'entoure. Les premières journées scientifiques sur l'eau et l'assainissement se sont achevées vendredi à Ouagadougou. Les participants qui venaient de plusieurs horizons ont discuté autour de thématiques sur l'eau potable et l'assainissement. La rencontre a proposé des mesures dans le domaine pour améliorer les conditions de vie des populations urbaines et rurales. Nathalie Savadogo. Accélérer la mise en place de la nouvelle formule de subvention des latrines dans le but d'accroître la couverture en besoin de latrines des populations, disposer des moyens pour suivre la qualité des travaux et la qualification du personnel des agréés, ce sont entre autres les suggestions et recommandations issues des journées scientifiques de l'eau et l'assainissement. Ces journées qui ont réuni plusieurs acteurs, des ONG, des associations, mais aussi des agents publics de l'administration, ont permis de réfléchir sur plusieurs thématiques concernant l'eau potable dans ses composantes infrastructures, approvisionnement et assainissement. Au cours de ces journées, des fortes recommandations ont été faites en ce qui concerne notamment la réalisation des infrastructures dans un contexte de changement climatique, en ce qui concerne la qualité des sociétés ou entreprises qui sont habilitées, notamment la question des agréments, en ce qui concerne le suivi de la qualité des eaux servies aux populations. Donc ces recommandations, nous l'avons dit au cours de notre discours, seront examinées avec la plus grande attention au sein du cabinet ministériel et nous en tirerons en tout cas les conséquences. Ces dites journées qui sont une première au Burkina Faso sont qualifiées par les participants de réussite. Pour des premières journées, en tout cas, je pense que c'est une réussite grâce à l'effort des uns et des autres et surtout grâce au soutien des partenaires. Je crois que les gens ont preuve vraiment au secteur de l'eau et de l'assainissement. Nous allons commettre un comité technique spécifique
comité ad hoc qui va s'occuper, disons, de comment traduire les grandes préoccupations qui sont sorties. Nous avons eu droit à des communications très pertinentes sur tous les domaines de l'eau et de l'assainissement. Depuis la ressource, l'exploitation, la mise à disposition des populations de l'eau pour leurs besoins, pour tous les usages, et les problèmes de pollution. Et pour Ali Traoré, secrétaire général et représentant le ministre en charge de l'eau, le rendez-vous des objectifs du millénaire pour le développement fixé pour 2015 serait en partie respecté au vu de quelques difficultés dans le domaine de l'assainissement. En ce qui concerne le domaine de l'eau potable, nous serons au rendez-vous certainement pour 2015. Et comme nous l'avons toujours dit, la question de l'assainissement a souffert de beaucoup d'insuffisances, qui fait que pour 2015, nous ne serons pas au rendez-vous des objectifs qu'on s'était fixés. Mais il rassure que son département est en train de voir avec l'ensemble des partenaires du domaine pour la mise en œuvre des mesures nécessaires afin de booster le projet. Rendez-vous est pris pour 2016. Le projet Bagrépol a jaugé le chemin parcouru l'année dernière au cours d'un atelier bilan qui s'est tenu jeudi dernier. Relever les acquis et essayer de surmonter les difficultés en jeu de la rencontre. Plusieurs activités ont été menées avec succès en 2013. Ainsi, plus de 4800 emplois ont été créés et 2 milliards d'investissements directs réalisés. Daniel Kambou, reportage. Développement pour la population. Voilà, donc nous allons retrouver Daniel Kambou qui va nous parler du bilan de la mise en œuvre de Bagrépol. Bagrépol qui a tenu à Tinkourgo un atelier bilan pour passer en revue ses acquis et surmonter ses difficultés. En termes de bilan global des activités de l'année 2013, pour le pôle de croissance de Bagré, on ne peut qu'être satisfait au regard des résultats obtenus. 3000 parcelles d'habitation ont été dégagées et 1600 producteurs ont été recensés et auront très bientôt des documents d'attribution. Pour être plus rentable, 4000 personnes ont été formées et 1 milliard de financement a été accordé aux producteurs au cours de l'année écoulée. Nous avons eu une subvention à SPI, un sous-produit agro-industriel pour nos animaux. Les soins étaient vraiment efficaces, énormes et vraiment très satisfaisants. Et en tant que président, j'ai contribué beaucoup à la sensibilisation de mes producteurs pour qu'ils puissent au moins faire la vaccination comme il se doit. On a beaucoup bénéficié au niveau des Bagrépol parce qu'avant, on n'avait pas de moyens pour collecter le riz pour la transformation. Mais grâce à eux, la maison de l'entreprise nous a appelés pour nous sensibiliser. Et puis on a eu à suivre on a eu des financements envers les banques pour faire notre collecte. En termes de bilan global, on dit que depuis son lancement le 5 avril 2012, le projet a pu contribuer à la création d'au moins 4800 emplois, toucher au moins 5800 bénéficiaires et enregistrer près de 2 milliards d'investissements directs. Bagrépol apporte joie, satisfaction et beaucoup d'espoir, mais quelques difficultés demeurent dans le déroulement de ce projet. La question des terres. La demande de terres dépasse fortement l'offre de terres aménageables. Et c'est un sujet qui va au-delà de Bagrépol et qui intéresse l'ensemble des potentiels pour la croissance comme nous sommes afin d'accélérer les travaux pour accueillir ceux qui ne pourront pas s'établir à Bagrépol. Pour atteindre les mêmes résultats, voire plus pour 2014, tous les acteurs doivent redoubler d'efforts, chacun dans son domaine, conclut le directeur général de Bagrépol. Lancé en 2009 pour une période de 5 ans, le Compact est exécuté à travers 4 projets qui concernent la sécurisation foncière, le désenclavement, l'éducation de la jeune fille et le développement de l'agriculture. Le Compact a été signé entre les États-Unis et le Burkina. À 6 mois de la fin de sa mise en œuvre, où en est-on? Une caravane de presse initiée par le Millennium Challenge Account, MCA, a permis de trouver une réponse à cette interrogation. Dossier signé Drissa Séré. Dans le cadre du volet désenclavement, le Compact a retenu le bitumage de la route Sabo-Koudougou-Didir, longue de 80 km pour un montant de 22 milliards de francs CFA.
On peut le constater, à ce jour, les travaux de bitumage de cette voie sont avancés. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour exécuter les travaux de génie civil, de confortement et de revêtement de la chaussée. En ce qui concerne les travaux, nous avons le bitumage pour les 80 km et 2,15 km pour la tranche conditionnelle. Cette tranche conditionnelle a été déjà lancée depuis quelques mois et nous avons commencé en fait tous les travaux. Nous avons sur ce tronçon 95 dallos, c'est des petits ponts qui sont en construction. Nous avons déjà réalisé 70, il nous reste autour de 25. Nous avons aussi un grand pont qui est sur la rivière Moune, qui fait 80,40 mètres. Sur cette voie, le bitume est déjà posé sur 22 km et on espère être dans les délais. Le bitumage de la voie a nécessité la réalisation de nombreux ouvrages de franchissement, ce qui n'est pas sans difficulté, comme ici sur la rivière Pouni, où on s'affaire pour rattraper le retard accusé dans la construction du pont. Le minimum challenge et compte est prévu pour 5 ans. Donc notre premier souci, c'est la contrainte de délai. Il y a les contraintes de délai et il y a les contraintes de décaissement. Nous devons consommer entièrement l'argent et dans un délai très court. Donc ça fait déjà une pression et pour l'entreprise et pour l'ensemble des acteurs. L'objectif recherché, c'est le désenclavement de la région du centre-ouest, région reliée à la vallée du Sourou, une zone à forte potentialité de production agro-silvopastorale. Les Américains font de la sécurisation foncière l'une des conditions indispensables pour permettre aux producteurs et aux populations d'évoluer dans un cadre sécurisé et un climat social apaisé. Dans sa stratégie de promotion du projet sécurisation foncière, le MCA accompagne 47 communes rurales du Burkina à travers la réalisation d'infrastructures, la dotation en moyens et le renforcement des capacités des acteurs locaux. Il faut dire que le coût global des bâtiments administratifs qui sont réalisés dans les anciennes communes sont estimés à environ 148 millions de francs CFA. Et ensuite, il faut aussi dire que l'engagement ou les réalisations du projet vont au-delà de ces deux bâtiments-là. Cette réalisation entre dans le cadre de l'accompagnement du MCA pour la mise en œuvre de la loi 034, loi sur la gestion foncière en milieu rural basée sur le consensus et la conciliation. À ce jour, 10 attestations de possession foncière rurale APFR ont été délivrées à DI et 2 à Sonon. L'APFR est un titre qui permet de sécuriser le producteur au niveau local. L'équipement que le MCA nous a donné, on est vraiment équipé avec les GPS. Les GPS, c'est le dernier cri. Immédiatement, quand on part à la constatation, immédiatement, on fait le tour de ton champ, on a immédiatement le croquis, la superficie, et on fait le transfert des données. Tous ces logiciels sont installés, on fait le transfert des données, on traite les données immédiatement, on tire le croquis et immédiatement ça est là. Les périmètres irrigués sont au cœur du projet de développement de l'agriculture dans la vallée du Sourou. Le barrage de Léry représente toute l'infrastructure qui permet l'irrigation à Niassan et à Di. Dans le cadre du compact, le MCA a décidé de réhabiliter les vannes de Léry. À ce niveau, il n'est pas fait grand-chose. La saison des pluies serait à l'origine de la situation quasi initiale. Cependant, les ingénieurs sont optimistes. D'ici fin avril, tout rentrera dans l'ordre. À Di, les entreprises en charge des travaux s'emploient à aménager 2240 hectares prévus pour accueillir les producteurs. Les acteurs se disent satisfaits du niveau d'exécution des travaux. Alors aujourd'hui, les plus grandes difficultés ont été vaincues. On est à 96% d'avancement à aujourd'hui. Donc dernier avancement effectué avec l'ingénieur. Nous sommes actuellement en train de travailler sur le secteur nord, ce qui est le dernier secteur en cours, avec les finitions de la station de pompage nord et quelques travaux d'aménagement dans les parcelles. Voilà. Sur ces périmètres seront installés des producteurs appelés à s'investir dans les productions de diverses spéculations, le maïs, le soja, l'oignon. Dans le cadre du projet pilote Nouveau périmètre irrigué de Di, les femmes regroupées en association bénéficient d'un encadrement technique. Les productrices espèrent surmonter les contraintes familiales et la routine des anciens modes de production pour s'investir pleinement dans les nouveaux périmètres irrigués. Comme MCA est venu pour venir nous aider, nous aussi on est rentré dedans, on a pris ça avec notre cœur. C'est ça maintenant aujourd'hui là, on est un peu développé dedans. Nous sommes contents aussi, MCA nous a aidé beaucoup, ils ont donné les semences, les engrais. Les MCA s'intéressent aux activités génératrices de revenus.
Il accompagne l'aviculture villageoise traditionnelle à travers 280 projets dans la zone. À Lanfiera, Messita Deme a bénéficié d'une ferme améliorée d'élevage de volailles. J'ai vendu 150 poulets. Cela m'a permis de payer la scolarité de mes enfants, d'agrandir mon poulailler et d'acheter des moutons. Le but du projet développement de l'agriculture est de contribuer à lutter contre la pauvreté et la faim par l'accroissement de la production, de la productivité et des revenus des populations. À 200 jours de la fin du compact, le MCA ne cache pas sa fierté quant aux résultats obtenus sur le terrain malgré les nombreuses difficultés. L'essentiel pour lui, c'est de créer les conditions pour permettre à l'administration et aux populations de prendre le relais une fois le compact terminé. Plus d'une cinquantaine de promus de la 35e session du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES ont reçu leur toge à l'université de Ouagadougou, composée de maîtres assistants, de maîtres de conférences, de professeurs agrégés et de professeurs titulaires. Ces lauréats viennent des universités de Ouagadougou et de Ouaga 2. Cette cérémonie visait surtout à saluer et célébrer l'excellence au sein des universités publiques. Reportage Adama Koulibaly. 28 maîtres assistants, 18 maîtres de conférences et professeurs agrégés et 6 professeurs titulaires, ce sont là les lauréats de la 35e session du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, à avoir reçu leur toge qu'ils arboreront fièrement sans doute désormais pour les différentes activités académiques. Au-delà de ces attributs, cette cérémonie symbolise surtout le rappel des droits et des obligations des promus au regard des textes et réglementations à vigueur relatifs à l'enseignement supérieur au Burkina Faso, comme dans l'espace CAMES. Donc ces promus-là, nous leur donnons leur thune de travail, qui est la toge. Mais c'est pour moi un réel motif de satisfaction et de joie. Parce que si malgré nos difficultés, on arrive quand même à réussir un certain nombre de choses, telles que la promotion de nos enseignants, ça veut dire que tout n'est pas mauvais, il y a des choses qui marchent. C'est une nouvelle page en termes de responsabilité, plus de travail, de boulot. Puisqu'il faut maintenant concevoir, être en première page de la conception. On n'est plus un agent exécutant, on est devenu un agent de conception. On fait maintenant partie entière du corps de l'enseignement supérieur. Et si vous avez vu, il y a des maîtres, des professeurs titulaires, il y a des maîtres de conférences. Donc là, je dois aussi déjà me dire que je dois atteindre ces étapes-là, je dois franchir ces étapes. Et ça ne fait que me donner beaucoup de courage. C'est devant un parterre de personnalités du monde universitaire, avec notamment le premier recteur de l'université de Ouagadougou, le professeur Togueini, que ces lauréats s'engagent à travers ce acte à respecter les franchises universitaires pour concourir à l'accomplissement de l'enseignement supérieur au Burkina Faso. Un collège d'enseignement général CEG et 2 écoles primaires vont bientôt ouvrir leurs portes à Gorom. Le lancement des travaux de ces infrastructures scolaires a eu lieu hier. Elles seront financées grâce aux partenaires du Festival du Chameau des Arts et de la Musique du Sahel, Festicham. Reportage Fousseni Kindo. Sur ces espaces pousseront à la rentrée prochaine un CEG, un collège d'enseignement général et 2 écoles primaires, fruit de la coopération entre le Festichams et des partenaires italiens. Ces réalisations vont aider à réduire le manque d'infrastructures scolaires dans la région. Près de 80% d'analphabètes dans l'Oudalan, un frein au développement de la région. D'où la satisfaction des autorités de l'éducation nationale. À chaque fois qu'il y a ce festival, ils ont à la fois permis de construire des écoles, ils ont permis de construire, aujourd'hui nous sommes en train de poser des pierres pour des écoles, mais aussi pour des CEG. Et ça, je crois que c'est vraiment une belle expérience aussi de partenariat entre des catholiques qui viennent d'Italie et bien sûr la communauté de Gorom. D'un coût estimé à près de 100 millions de francs CFA, ces infrastructures scolaires sont financées par Monseigneur Pierre Giono de Bordini, évêque de Pinenero en Italie, et d'une communauté de communes italiennes. Nous avons coordonné la participation de l'Église catholique qui va réaliser ce collège et l'école primaire d'Ibérenangué. Mais nous avons aussi l'engagement de la table vaudoise qui sont des chrétiens réformés
qui vont financer l'école de Timboulel. Profitant de cette cérémonie, l'UNICEF a donné du matériel dans le cadre d'une campagne de mobilisation sociale pour l'éducation des enfants des communautés réfugiées et autres au Burkina Faso. 3 salles de classe, un forage et 2 maisons des jeunes ont été inaugurées hier à Ramongo, commune rurale du Boulkiemde. La mairie de Ramongo a réalisé ces infrastructures au profit des populations qu'ils ont accueillies avec joie et soulagement. Reportage Nathalie Savadago. Un forage, 3 salles de classe et 2 centres de loisirs au profit des jeunes, ce sont là les infrastructures que la mairie de Ramongo dans le Boulkiemde offre à sa population. D'une valeur de 30 millions de francs CFA, ces infrastructures ont été réalisées sur fonds propres de la mairie. Ça a été un défi pour nous. Dès que nous sommes arrivés à la tête du conseil municipal, nous avons élaboré un programme et nous avons promis à la population de booster le développement. Donc de ce fait, nous nous sommes lancés directement à la recherche de fonds et ce qui nous a permis ce matin d'inaugurer 2 CPL et puis une classe et 2 classes au lycée départemental et un forage au lycée au niveau de Ramoniri. Et c'est une population comblée qui est sortie nombreuse pour témoigner leur reconnaissance au conseil municipal. C'est une grande joie pour nous. Nous remercions les administrations de Ramongo. Je pense que de telles initiatives, c'est à saluer. Je pense que c'est des exemples à suivre. L'école de Bayandi Palgo, qui a vu le jour depuis 1998, a toujours évolué avec 2 classes et un recrutement biennal. Avec l'acquisition de cette nouvelle classe, les données changent. Une fierté, grande fierté m'anime. Ce joyau qui vient d'être offert à l'école va naturellement augmenter l'offre éducative en termes d'effectifs des locaux et en termes d'effectifs des enfants, bien sûr. Le lycée départemental de Ramongo, aussi bénéficiaire de 2 salles, verra son effectif s'accroître dans les années à venir. Nous sommes très comblés. Les collègues et moi, nous en sommes très ravis, en ce sens que ce que nous venons de recevoir ce matin vient encore accroître une fois de plus nos capacités d'accueil. Tout le monde sait que nous avons des problèmes d'effectifs pléthoriques. Et il faut absolument ces genres d'infrastructures-là pour nous permettre de désengorger et rendre le travail plus fluide afin que nos enfants arrivent à réussir à travailler dans de bonnes conditions. En un an de mandat, de nombreux acquis sont visibles et le maire Kabouré n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Nous avons un projet de créer un jardin potager et nous sommes en train de discuter avec un partenaire taïwanais qui est à la hauteur de 50 millions. Et en plus de ça, nous avons déjà reçu l'autorisation de construction de DCG. À l'occasion, le centre Avila a remis 100 dictionnaires d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA pour les scolaires de la commune. Des attestations de reconnaissance ont été remises à des personnalités pour leurs actions en faveur de la commune. Le maire a lancé un appel à tous les fils et filles de la localité à rester unis pour faire de Ramongo une commune de référence. Le Club des Anciens pour la Paix, une association basée à Bobo-Dioulasso, a initié une campagne de sensibilisation des élèves. Au sein de cette campagne, la promotion de la sauvegarde de la paix au Burkina. L'objectif est d'inculquer les valeurs de civisme et de citoyenneté à la jeune génération. Reportage à Adi Santamba. Comme à un cours ordinaire, ces élèves prennent note et acte de l'exposé du Club des Anciens pour la Paix. Un club qui entend par l'entretien convaincre les jeunes générations sur la nécessité de cultiver la paix, gage de tout développement. Et face aux élèves du groupe scolaire Jean-Paul II de Bobo-Dioulasso, Ouseni Compaoré souligne avec des exemples à l'appui qu'il faut impérativement s'aimer la graine du civisme au sein des établissements scolaires. C'est à ce prix que l'on parviendra à construire un état de paix pour des générations futures, a-t-il ajouté. Nous, anciens, nous avons pensé qu'il faut aborder la jeunesse, qu'il faut la parler. Il faut surtout inviter les jeunes à s'inscrire davantage dans les études que dans les désordres. C'est là que nous avons pris la décision de faire un programme, mais de venir directement poser aux enfants, à nos enfants, leur rappeler surtout que la paix est un élément fondamental du développement. Que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Si vous êtes à l'école, vous attendez être quand même un cadre un jour. Mais s'il n'y a pas de paix,
Il n'y a donc pas d'avenir. Pour les élèves, l'initiative du Club des anciens pour la paix est à saluer. Et ils entendent donc être des relais auprès d'autres jeunes. Les anciens sont venus dans notre classe nous entretenir sur les comportements que nous devons adopter en vue de promouvoir la paix dans notre établissement et dans nos entourages. Je pense que cette visite nous a fait un peu plaisir. À propos des grands-pères et des grandes-mères, ils sont venus nous donner des conseils, de prendre conscience sur notre vie, d'œuvrer pour la paix. L'étape du groupe scolaire Jean-Paul II marque le début d'une série de tournées dans les différents établissements publics et privés de Bobo-Dioulasso. Pour mémoire, le Club des anciens pour la paix est une association qui a vu le jour en mai 2011 avec pour ambition de promouvoir la paix au Burkina Faso. La commune urbaine de Tougan a reçu du matériel médico-technique et scolaire. Ce don provient de deux associations, l'association Éducation sans frontières du Burkina et l'ABL Conso du Danemark. Ce matériel, estimé à environ 35 millions de francs, viendra soulager les populations de la commune. Reportage à Tougan, Salinana. Une ambulance, un échographe, un moniteur, plus divers autres matériels médico-techniques, scolaires et social, le centre médical avec antenne chirurgicale, les directions provinciales de l'éducation nationale et de l'action sociale de Tougan sont les heureux bénéficiaires du jour. Ce don est le fruit du partenariat entre les associations Éducation sans frontières du Burkina et ABL Conso du Danemark. Ces deux associations sœurs interviennent depuis des années au niveau de la province du Sourou dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'environnement. Il y a des gens qui voient les choses telles qu'elles sont, se demandent pourquoi. Par contre, il y en a qui rêvent des choses telles qu'elles n'ont jamais été, se demandent mais pourquoi pas. Et je crois que mon association s'inscrit dans ce deuxième dynamisme pour donner un peu de sa vigueur qui nourrit et pourquoi pas à la région et au pays. Conscient de l'importance de ce matériel dans la prise en charge des malades, le médecin-chef du district sanitaire de Tougan salue cette action humanitaire qui va contribuer à améliorer les conditions de vie des populations. Ce matériel rencontre exactement les besoins que nous avions. Et on avait déjà 2 ambulances, mais toutes défectueuses. Et on attendait la dotation du ministère de la Santé. Et cette ambulance, ça va permettre de pallier un temps soit peu et les besoins en attendant que la dotation du ministère vienne renforcer. Parce que le district compte 36 CSPS avec des routes peu praticables, quasiment pas praticables. Et il faut un certain nombre d'ambulances pour desservir les différents CSPS. La commune urbaine de Tougan compte près de 100 000 habitants. Les autorités locales ont donc invité les bénéficiaires à faire bon usage de ce matériel qui va sans doute soulager les populations qui en avaient tant besoin. Le programme de haute intensité de main-d'œuvre IMO, mis en œuvre par le ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports, a pris fin décembre. Ce programme a eu un impact réel sur les ménages. Dans le TUI, certains bénéficiaires ont pu réaliser des investissements utiles. Précision, Frédéric Etienne Bassenga. Bienvenue chez Elisabeth Traoré, une des bénéficiaires du programme de haute intensité de main-d'œuvre à Houndé. Depuis maintenant 3 mois, la ménagère a transformé sa cour en ferme. Elle est devenue avicultrice à domicile, une idée qu'elle avait en tête mais qui avait du mal à se concrétiser faute de moyens. Désormais, c'est chose faite grâce à son travail au programme IMO. J'ai entendu à la radio qu'il y a du travail pour les volontaires et je suis allée m'inscrire. Quand je me suis inscrite, premier salaire, j'ai pris pour payer les poulets pour élever. Comme j'aime les poulets, donc c'est ça qui est venu à l'idée. Et deuxième salaire aussi, j'ai pris pour payer ma charrette pour pouvoir vendre mon eau, les jus. Je me débrouille en tout cas. L'argent là, ça m'a aidé beaucoup. Awa Sawadogo, elle, a choisi d'investir dans les petits ruminants. En plus de ses tâches ménagères, elle s'occupe désormais de sa chèvre, achetée depuis qu'elle a commencé à travailler. J'ai payé une chèvre avec ses 2 enfants. J'ai payé des plats, des habits, tout j'ai payé. Et puis payé le sécurité de mon enfant, de ma fille. Donc j'ai payé des habits pour mes enfants aussi. Et puis j'ai donné de l'argent à mon mari.
Une coupure d'électricité a momentanément interrompu la diffusion de notre reportage sur le programme de haute intensité de main-d'œuvre IMO mis en œuvre par le ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports qui s'est achevé en fin décembre. Ce programme a eu un impact bien réel sur les ménages. Dans le Tuy, certains bénéficiaires ont pu réaliser des investissements utiles. Frédéric Etienne Bassenga. Bienvenue chez Elisabeth Traoré, une des bénéficiaires du programme de haute intensité de main-d'œuvre à Houndé. Depuis maintenant 3 mois, la ménagère a transformé sa cour en ferme. Elle est devenue avicultrice à domicile, une idée qu'elle avait en tête mais qui avait du mal à se concrétiser faute de moyens. Désormais, c'est chose faite grâce à son travail au programme IMO. J'ai entendu à la radio qu'il y a du travail pour les volontaires et je suis allée m'inscrire. Quand je me suis inscrite, premier salaire, j'ai pris pour payer les poulets pour élever. Comme j'aime les poulets, donc c'est ça qui est venu à l'idée. Et deuxième salaire aussi, j'ai pris pour payer ma charrette pour pouvoir vendre mon eau, les jus. Je me débrouille en tout cas. L'argent là, ça m'a aidé beaucoup. Awa Sawadogo, elle a choisi d'investir dans les petits ruminants. En plus de ses tâches ménagères, elle s'occupe désormais de sa chèvre, achetée depuis qu'elle a commencé à travailler. J'ai payé une chèvre avec ses 2 enfants. J'ai payé des plats, des habits, tout j'ai payé. Et puis payé la sécurité de mon enfant, de ma fille. Donc j'ai payé des habits pour mes enfants aussi. Et puis j'ai donné de l'argent à mon mari. Et puis j'ai donné de l'argent à mes parents. Donc sincèrement dit, l'argent m'a beaucoup rendu. Dans la commune de Houndé, ils étaient 1100 jeunes à travailler pour la mairie dans le cadre de cette opération. Il s'est agi essentiellement pour eux de nettoyer les lieux publics, les services et de défricher les herbes tout au long des voies. Sur le matin, nous les convoquons au plus tard à 8 h pour commencer les travaux. Et à partir de 10 h, nous nous rendons sur le terrain pour faire l'appel. Également voir qui sont ceux qui sont présents, qui sont ceux qui sont absents. Et nous faisons un pointage, quitte à les encourager à ce qu'ils continuent. On peut dire que beaucoup de choses ont été faites au niveau de la ville. Et ça, c'est le bilan que moi je fais en tant que premier responsable de la mairie. Mais comme aussi, que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes, ce sont des groupes cibles. Et le devoir de la collectivité aussi, c'est de leur venir en secours. Là aussi, le sondage que nous avons eu à faire, le retour que nous avons reçu de ces jeunes et de ces femmes, c'est qu'effectivement, le programme aussi a eu un impact social, un impact moral, parce que c'est des jeunes, c'est des femmes qui se sont senties utiles, indépendamment de la motivation financière qu'ils ont reçue. On a senti quand même que ils ont été valorisés. Comme Awa et Elisabeth, beaucoup de volontaires à Houndé ont pu faire des réalisations grâce au programme IMO et ils attendent impatiemment le lancement de la prochaine phase. L'Observatoire burkinabé des médias a initié au profit des journalistes un atelier dont le thème portait sur l'éthique et la déontologie, la diffamation, la protection de la vie privée ou encore les droits et devoirs du caméraman et du photojournaliste ont été évoqués. Précision, Adama Koulibaly. La diffamation, le fait de tenir des propos portant atteinte à l'honneur d'une personne physique ou morale est souvent l'objet de procès intentés à l'encontre des journalistes. Il s'est agi au cours de cet atelier d'informer les journalistes sur les précautions à prendre pour éviter de telles situations et au pire des cas les moyens dont ils disposent pour se défendre, à savoir l'exception de vérité et la bonne foi en droit de presse. Diffamation et vie privée ou quelle attitude devant la frontière difficilement identifiable entre vie privée et vie publique de certaines personnes, la protection de la vie privée et la liberté de presse ainsi que le droit d'image ont été les autres questions évoquées au cours de ce séminaire organisé par l'Observatoire burkinabé des médias. Nous, notre vocation, c'est que les journalistes puissent travailler sans heurter la sensibilité des personnes et éviter les procès. C'est-à-dire si plus les journalistes sont professionnels, respectent les règles du métier, ils auront moins de procès. C'est en général quand même, nous avons une presse assez responsable qui dans son ensemble en tout cas veille dans ses grandes composantes au respect des principes éthiques et déontologiques. Mais à l'observance tous les jours que Dieu fait, si on veut être méticuleux, si on veut être rigoureux, nos organes de presse s'opposent et se posent ou en tout cas sont
l'objet potentiel de poursuite pour délit de presse. Parce que tous les jours, quand vous prenez les journaux, si ce n'est pas tel, c'est tel autre en tout cas qui, quelque part, enfreint aux principes éthiques et déontologiques. Venus de différents médias publics comme privés, ils étaient une vingtaine de journalistes à prendre part à cette formation qu'ils souhaitent pérenne pour le renforcement de leurs capacités au profit d'une presse plus professionnelle. Présentation de vœux au Conseil supérieur de la communication CSC, une occasion pour faire le bilan des activités menées dans le cadre de la régulation des médias au Burkina. L'année écoulée, le personnel a pris l'engagement de se serrer les coudes pour de nouveaux succès en 2014. Reportage Kadi Sanogo. C'est dans une ambiance empreinte de collégialité et de fraternité que personnel, famille de la presse et premiers responsables du Conseil supérieur de la communication ont procédé à l'échange de vœux 2014. Le porte-parole du personnel, Jean-Paul Conseilbo, a formulé à la présidente du Conseil supérieur de la communication et à sa famille des vœux de succès, de bonheur, de prospérité et de paix. Il a saisi cette opportunité pour faire le bilan des activités de l'année écoulée qui s'avère positif. Au titre du bilan, 2013 a été au CSC une année de dur labeur au vu des activités réalisées. Sur 11 grands objectifs éclatés en 42 activités, 36 ont été entièrement exécutés au 31 décembre 2013. Seulement 4 n'ont pas été exécutés, souvent pour des raisons incontrôlables, ce qui porte le taux d'exécution à plus de 90% du programme d'activité. La représentante de la famille de la presse a aussi présenté les vœux des médias à Béatrice Damuba. Elle a formulé des vœux de santé, de succès, de prospérité pour sa famille et son institution. La rencontre de ce jour offre l'occasion aux femmes et hommes des médias de saluer des avancées notables constatées au cours de l'année 2013, en matière notamment de liberté de la presse, de renforcement des capacités des entreprises de presse, aussi bien publiques que privées. En retour, la présidente du Conseil supérieur de la communication a formulé à ses agents et à la grande famille des médias des vœux de paix, de santé, de prospérité et de succès. Tout en vous remerciant, je formule en retour pour chacun et chacune de vous tous mes vœux de santé, de prospérité et de succès dans vos différentes entreprises. Je souhaite aussi, évidemment, la paix pour notre pays. Chers collaborateurs, sur le plan interne, nous pouvons nous féliciter de l'esprit de solidarité et de fraternité qui a prévalu lors d'événements heureux et malheureux dans nos familles. Des grands chantiers s'annoncent pour l'année 2014. On peut citer l'aboutissement des 2 nouvelles lois sur la presse écrite et sur l'audiovisuel, l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale de communication dans le cadre du basculement de la télévision numérique terrestre. Les membres de la coordination des mouvements et groupements associatifs de protection de l'environnement ont présenté leurs vœux de nouvel an au maire de Ouagadougou, Marin Casimir Ilboudo, une occasion pour témoigner leur reconnaissance au maire de la capitale, Yolande Lombo. Dans cette salle pleine comme un œuf, les membres de la coordination des mouvements et groupements associatifs de protection de l'environnement sont venus présenter leurs vœux à Marin Casimir Ilboudo et à son conseil municipal. À l'occasion, ils lui ont décerné une attestation de reconnaissance pour ses efforts d'encadrement, de soutien et d'accompagnement à l'endroit de ces associations qui œuvrent pour l'amélioration du cadre de vie des populations dans sa cité. Le maire leur a présenté en retour ses vœux de santé et de solidarité afin de leur permettre de partager les actions communes qui seront engagées en leur faveur. Ils ont par ailleurs sollicité en tout cas l'exécutif municipal pour les associer aux différentes missions à l'extérieur. Nous avons pris cela en compte, mais nous allons examiner cela à l'interne avant de prendre une position. Nous avons sollicité, assurer le plaidoyer auprès des autorités gouvernementales pour la poursuite en tout cas de ce projet, dont les bénéfices en tout cas touchent en tout cas un grand nombre
et dont les échos nous sont parvenus en retour par les différentes composantes de ce projet-là. Des mesures sociales ont été prises par le gouvernement visant à améliorer les conditions de vie de ces femmes qui voient ainsi leur rémunération passer de 12 000 à 37 000 francs CFA. Le message, c'est d'abord présenter nos vœux au maire et à son conseil municipal. Également remercier le maire et surtout le gouvernement qui a pensé à nous en essayant d'augmenter nos salaires pour que nos conditions de vie soient améliorées dans nos familles. Nous demandons toujours au gouvernement de penser aux femmes. Des troupes d'animation se sont succédées au cours de cette cérémonie où éloges rythmés avec pas de danse. Des ralentisseurs ont fait leur apparition sur certaines artères de la ville de Bobo-Dioulasso, conçus pour répondre aux attentes des populations en vue de réduire le nombre des accidents de la circulation. Ces ralentisseurs semblent faire plus de mal que de bien. Retrouvons à Bobo-Dioulasso à Addis Ndamba. Voilà, tu vois, non, l'exemple est là. C'est un gars, ça. Voilà encore. Des ralentisseurs aux différentes entrées de la ville de Sia. Effectifs depuis quelques semaines déjà, ces ralentisseurs parurent nécessaires au regard du nombre d'accidents liés à l'excès de vitesse sur ces voies. Ces ralentisseurs ont même fait l'objet de revendications pressantes de la part des populations bobolaises. Nous avons assisté à beaucoup d'accidents et bien sûr aussi avec une revendication de la population pour pouvoir donc diminuer la vitesse donc, des véhicules, surtout sur les grandes voies comme le boulevard de l'Indépendance, un peu partout, surtout à l'entrée donc, de la ville de Bobo. À ce moment, on ne pouvait pas le faire puisque c'était interdit par une loi de faire des ralentisseurs en ville. Bon, maintenant que la mesure est levée et que la population continue toujours de revendiquer, nous avons pensé que c'était nécessaire que nous puissions en tout cas faire quelque chose. Ils ont mis ça pour réduire la vitesse dans l'agglomération de Bobo-Dioulasso. Donc le rôle des ralentisseurs, c'est de ralentir et ne pas faire une grande vitesse à ce niveau-là. Malheureusement, nombreux sont les citoyens qui doutent à tort ou à raison du bien fondé de ces ralentisseurs. Des ralentisseurs dont le non-respect a occasionné pas mal d'accidents. Il y a des panneaux de signalisation, mais les gars ne font pas attention. Ils ne remarquent pas parce que on vient au hasard et on vient se tomber dedans. Tout le temps, c'est des accidents. Bon, moi j'ai appris avant-hier qu'il y a eu un accident le samedi nuit par excès de vitesse. C'est dans la coucher là, c'est très très dangereux. Il n'y a pas de signalement, le signalement aussi n'est pas bon. On doit signaler ça depuis la place de la femme pour savoir qu'il y a un gendarme couché. Normalement, il doit faire des blancs ici pour signaler, mais il n'y a pas de signalement. On a bien fait, mais il a mal fait. Il doit faire ça un peu là-bas. Les gens vont voir avant de venir. Il ne doit pas faire ça hasardement comme ça. Il y a des personnes qui ont mouru dans des jours là ici. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est une très bonne vision parce que partant de là, il y a trop d'accidents parce que les gens roulent comme s'ils sont en brousse. C'est une bonne chose. Je pense qu'il faut en faire jusqu'au pont à Carville. Ça serait une bonne façon pour la sécurité de ceux qui sont à pied. Mais malheureusement aussi, nous constatons que malgré tout cela, il y a toujours des accidents qui sont provoqués par ces ralentisseurs, ce que nous regrettons, et que tous ceux qui ont eu des accidents sur la voie, il y a eu des blessés graves et même des cas de mort, vraiment nous compatissons avec eux, en tout cas pour toutes les raisons comme désagréments. Pour ce qui est des voies à l'intérieur de la ville de Sia, les ralentisseurs sont le plus souvent mal inséminés. Dans les quartiers, ils ont mis ça, c'est un peu, je dirais, un peu anarchique. Les gens mettent le ralentisseur parce qu'on fait trop la poussière. Bon, il faut toujours placer des panneaux pour signaler cela. Sinon, normalement, c'est bon. Je crois que ça relève un peu de la commune qui doit peut-être s'en charger pour enlever ça. Ce n'est pas normal. Face à la situation, il s'avère nécessaire, voire impératif, que les populations, elles aussi, s'impliquent pour qu'en synergie d'action avec la mairie, elles puissent prendre le soin d'implanter les ralentisseurs tout en respectant les normes en la matière. C'est à ce prix que l'on pourrait venir à bout de l'incivisme et partant des accidents de la circulation. À Bobo-Dioulasso. La journée de partage et d'appui à la scolarisation dans la commune de Samba, dans la province du Passoré, s'est déroulée hier pour la 9e fois. L'initiateur de cette manifestation est Paul Sando, qui dirige l'association d'Alobé, Ne jetez pas en français. Il s'agit de susciter l'esprit de fraternité et d'entraide dans la commune. Reportage Evelyne Dabiré.
Ventre creux n'a point d'oreille, dit-on. Et pour que ces élèves de la commune rurale de Samba prêtent une oreille attentive aux propos de leurs enseignants, l'association d'Alobé persévère dans l'appui à la scolarisation à travers une journée de partage en tout genre. Partage de repas communautaires, de kits scolaires et de sacs pédagogiques. Cette action qui dure depuis 2005 trouve sa force dans l'impact qu'elle a sur le rendement scolaire des enfants de la localité. C'est cet impact-là qui m'encourage à perpétuer quand même jusqu'à la 9e édition. C'est vrai que dès les premières éditions, ce n'était pas évident. La mayonnaise a commencé véritablement à prendre à partir de la 5e édition. Et c'est là que cela m'a donné véritablement un tournus pour poursuivre. D'abord, l'impact sur le terrain, les autorités locales ne cessent de renouveler. Le milieu éducatif ne fait que réitérer le besoin. On sent également au niveau des enfants. Cette 9e édition qui s'est déroulée dans le village de Kyobo a été une occasion pour l'association d'interpeller les ressortissants de la localité pour leur implication dans le développement de l'éducation dans la commune. Ce que nous voulons cultiver, c'est l'accompagnement des parents sur les enfants. Parce que nous, ce qu'on fait de façon ponctuelle, une fois l'année, et après on revient l'année prochaine, c'est bon, mais ce n'est pas ça qui peut véritablement créer l'impact. C'est surtout susciter les parents d'élèves à accompagner les encadreurs et les élèves. Nous voyons également les difficultés des élèves. Et vous avez vu cette année, nous avons décidé de lancer un produit qu'on appelle DAF, d'Alobé appuie les femmes. Parce que nous constatons que ce que les femmes obtiennent est beaucoup plus, communique directement avec les enfants, les hommes aussi, mais surtout les femmes. Donc nous avons décidé de mettre l'accent sur l'appui financier des femmes. Et donc c'est cet accompagnement. Les AME aujourd'hui sont véritablement le vrai levier d'accompagnement au niveau de toutes les écoles. Les différents intervenants, comme le secrétaire général de la province du Passoré et le maire de la commune de Saba, ont salué cette répartition de biens mobilisés et ont rappelé les actions bienfaitrices de l'association qui sont entre autres la création des cantines dans 4 écoles de la commune, de même que la création du CBNF, le centre d'éducation de base non formelle Saint-Paul. Les responsables et les élèves de l'école Divine Merci International ont vendu une visite à l'usine Velvet Com du Lalé Naba Tigré dans le village de Konyudu, dans le Bazega. Une visite pour s'imprégner du mode de production d'eau minérale. C'est 12 ans, Bouma Ernest Nebier. Usine Belwet Com du Lalé Naba Tigré, c'est cette usine que les responsables de l'école Divine Muserie Internationale ont choisi de visiter. Accompagnés des élèves, ils ont pu voir les techniques de production de l'usine. Une manière d'amener ces tout-petits à comprendre les questions de développement. C'est une école bilingue tenue par des sœurs religieuses qui me font l'honneur d'une deuxième visite. Ils m'avaient déjà visité, ils nous avaient visité l'usine de Belwet à Kosodou. Et quand j'ai créé encore cette usine d'eau minérale à partir de l'huile de jatropha, ils ont souhaité venir voir de visu avec les enfants. Les champs de jatropha et les réalisations du promoteur au profit des populations du village Konyudu dans le Bazega ont également été visités. Une sortie qu'apprécie la directrice de l'école. On a vu les appareils, on est en train de fabriquer l'eau que nous buvons. Vraiment, c'était trop intéressant. Comment on voyait comment les paquets d'eau sortaient et l'eau est propre et claire. Donc les germes sont vraiment, on tue tout. C'est désinfecté, l'eau est vraiment désinfectée. Donc on peut boire ça sans problème. On a découvert beaucoup de choses. On a vu Chat d'Ngombo. On a vu comment on fait l'eau. Je suis très content d'être ici. Je vois comme c'est un rêve, mais ce n'est pas un rêve. C'est autour d'un repas que les visiteurs ont dit au revoir au Lalé Naba Tigré avec l'espoir d'y revenir. Le Mouloud qui célèbre la naissance du prophète Mahomet a été commémoré lundi par les fidèles musulmans du Burkina. À Zogoré, dans le Yatenga, la célébration a été dirigée mercredi par le cheikh Ibrahim Kirakoya. La fête était placée dans la localité sous le signe de la préservation de la paix. Reportage Dramanso.
Cette célébration du Mouloud à Zogoré a rassemblé les fidèles musulmans autour du cheikh Ibrahima Kirakoya. La veillée de prière a été l'acte majeur de cette célébration. Dans son sermon, le cheikh Ibrahima Kirakoya de Zogoré a retracé les conséquences des crises à travers le monde pour expliquer l'importance de la préservation de la paix. Pour la paix. Le Mouloud, c'est pour commémorer la naissance du prophète Mahomet et lui demander d'intercéder pour que la paix règne dans notre pays. Cette année, c'est sous le signe de la paix que nous célébrons le Mouloud. Les autorités locales, des délégations des villages environnants et des dignitaires religieux sont venus saluer et soutenir le cheikh pour ses actions en faveur de la cohésion sociale. Comme on a dit aussi, on est parti là où il y a l'islam, j'ai trouvé les musulmans. Mais je suis parti chercher les musulmans, j'ai trouvé l'islam. Et il faut qu'on sache que l'islam, c'est pas l'arabe, c'est pas d'être arabe. Voilà, cette occasion, ça m'a vraiment touché. Et on sait maintenant, et je peux raconter à mes frères aussi qu'en Afrique, au Burkina Faso, il y a l'islam aussi. Le cheikh et d'autres chefs religieux ont invité les fidèles musulmans à perpétuer l'esprit du Mouloud dans la communion et la fraternité. Le Festival du chameau, des arts et de la musique du Sahel, Festichams, a tenu toutes ses promesses à Gorom-Gorom. Cette année encore, courses, exhibitions de chameaux, musique et conférences ont constitué les temps forts du festival. L'édition 2014 s'est déroulée dans un contexte économique quelque peu difficile pour les organisateurs. Reportage à Gorom-Gorom, Fousseni Kindo. Une des grandes attractions annuelles à Gorom-Gorom dans l'Oudalan. La course de chameaux à l'occasion du Festichams, le festival du chameau et des arts de la musique au Sahel. Depuis bientôt 10 ans, cette manifestation participe au rayonnement culturel de la région du Sahel. Et les populations l'ont adopté, preuve de l'affluence à chaque édition. Il ne faut pas voir, comme on le dit, le côté festif. Moi, de mon point de vue, je vois plutôt le côté rassemblement. Et c'est parce que vous ne nous connaissez pas. Sinon, ceux qui sont là sont des éléments qui viennent de tous les bords possibles. Et il y a de cela quelques années, les gens ne se regardaient pas. Et le festival donc a été construit d'abord dans le sens de la cohésion sociale, comme je l'ai dit. Et cela, nous l'avons pas réussi à 100%, mais nous avons au moins quand même les 60% dans la mesure où Gorom-Gorom a adopté le festival. La course déroulée selon le principe de championnat a permis à un jeune de se classer premier devant la trentaine de chaméliers qui a pris part à la compétition. Il reçoit un prix en espèces d'environ 250 000 francs CFA. Je suis très content d'avoir été le premier de cette course. Il est vrai, ce n'est pas toujours facile de se préparer pour une telle compétition. Un des temps forts de ce festival a été la conférence publique sur le thème des fermes-écoles comme alternative au développement du cheptel dans l'Oudalan. Je dois reconnaître que c'est une filière qui a besoin d'être mieux développée que ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est une filière à l'intérieur de laquelle la base que constitue, le développement, l'amélioration de l'animal n'est pas véritablement prise en compte comme il faut. Pourtant, le lait du chamel est un aliment extraordinairement riche. C'est en cela que nous voulons, à partir d'initiatives comme celle-là, surtout redonner tout l'intérêt qu'il faut à cette filière-là. C'est fini pour le Festichams 2014. Rendez-vous en 2015 pour de prochaines aventures humaines à l'occasion de ce rendez-vous culturel. L'actualité internationale, avant de nous séparer, 20 ans après, la communauté internationale se souvient du génocide rwandais qui a fait 800 000 victimes. À l'ONU, on cherche les voies et moyens pour prévenir les génocides qui sont des lourds fardeaux à porter. Je vous souhaite des repas moins exotiques et toutes nos excuses pour les multiples interruptions au cours de ce journal. C'est tout pour cette édition. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont épaulé tout au long de cette semaine. Merci de votre fidélité à la RTV.